Avec cette question pour commencer, quel est l'état de santé du président du Cameroun? Le plus vieux dirigeant élu en exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse. Selon un communiqué de la présidence, il devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. Tout le monde s'interroge, mais personne n'a le droit d'en parler. Mais où est passé Paul Biya? À 91 ans, le président du Cameroun n'est pas réapparu en public depuis le sommet Chine-Afrique à Pékin. C'était début septembre, une absence qui commence à faire grand bruit. Enfin, dans la limite de la loi, car le gouvernement a formellement interdit tout débat dans les médias sur son état de santé. Il a fallu que la chose aille, j'allais dire, très loin. C'est-à-dire quand une chaîne privée installée aux États-Unis, selon nos confrères de RFI, a annoncé hier mardi matin, la mort du président camerounais. Et c'est là que les autorités se sont senties obligées de réagir, d'intervenir, de faire ces communiqués dont vous parliez, pour en quelque sorte tenter de rassurer les Camerounais et mettre un terme à ces rumeurs. As ABS sources in Switzerland, France, and Yaoundé confirmed that President Paul Biya, Cameroon's long-serving leader, has died. Biya left the country 1 month ago to attend the China-Africa summit and has not returned home. He has also not been seen in public ever since that summit. The 91-year-old Cameroon president was expected to return directly to Cameroon after the China-Africa summit. However, sources within the government and the presidency told ABS that his health took a sudden and unexpected turn. Instead of heading home, Biya digressed to Switzerland to meet his doctors. After being admitted for 2 weeks in the Switzerland hospital, his deteriorating health and the inability of Swiss doctors to handle the situation transferred him to Percy Military Teaching Hospital in Paris, France, where sources have now confirmed to ABS that Biya has passed. Jay Johnson filed the report. Alors, est-ce que ça a marché? C'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que une bonne partie des autorités se sont mobilisées, en passant par du ministre de la Communication au directeur du cabinet civil de la présidence, en passant par le ministre du Travail et des cadres du RDPC, qui est le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya. Donc tous, comme d'une voix, avec les mêmes mots, on dit la même chose. Paul Biya va bien. Il est en bonne santé, il s'est accordé quelques jours de repos, il est à Genève, mais il continue à suivre l'évolution, j'allais dire, de l'activité nationale. Et le clou de ce spectacle, ça a été ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui carrément a interdit tout débat sur l'état de santé de Paul Biya, ce qui a provoqué l'effet contraire, évidemment, c'est-à-dire interdire de parler de la santé d'un président qui a 92 ans, laisser penser qu'il y avait quelque chose à cacher. D'ailleurs, selon nos informations, cette sortie a fortement agacé dans l'entourage proche du chef de l'État. Je pense que c'est pour éviter de perdre la main. Le pouvoir est gêné et il y a aussi une autre raison, c'est-à-dire que la personne qui a fait ce communiqué, le ministre de l'Intérieur Atanganji, veut montrer qu'il est plus royaliste que le roi et qu'il met tout en œuvre pour plaire au chef de l'État. C'est des logiques de cour. Mais en fait, ce communiqué, en réalité, a plus créé du trouble qu'il en a ôté. Donc c'est vraiment une logique courtisane, une logique aussi qui consiste à marquer son territoire. Les lieutenants marquent leur territoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a assisté à une guerre des communiqués, parce qu'il y a aussi eu un communiqué du directeur du cabinet civil, M. Mvondo Ayolo. Et il y a une guerre des initiatives. Il y a certaines initiatives qui se préparaient à accueillir triomphalement le chef de l'État. Il y a eu des gens qui ont voulu organiser des prières pour le chef de l'État et tout cela a été découragé par des gens un peu mieux placés
que dans l'organigramme officieux du pouvoir camerounais. Donc tout cela témoigne effectivement d'une logique courtisane qui est permanente depuis un certain nombre de décennies, mais également d'une nervosité, d'une fébrilité qui en rajoute au stress et aux angoisses. Il avait déjà disparu comme ça Il a l'habitude de séjours, j'allais dire, prolongés à l'étranger, notamment en Suisse, hein, et ça tous les Camerounais le savent. La seule interrogation qui demeure, parce que malgré ces paroles, il y a quand même quelques doutes qui subsistent, d'autant plus qu'on ne dit pas clairement pourquoi il a annulé ses rendez-vous internationaux. Et si on écoute les autorités camerounaises, on dirait qu'il est en parfait état de santé. C'est ce qu'ils disent. Nos propres sources nous disent qu'il a eu quelques alertes sur son état de santé, des alertes dues notamment à la fatigue. En même temps, est-ce que c'est étonnant quand on a 92 ans, qu'on est chef d'État et qu'on a enchaîné des voyages plutôt longs? Je pense que la question qui se pose véritablement aujourd'hui, au moment où nous parlons au Cameroun, c'est quand Paul Biya va-t-il rentrer au Cameroun? Parce que derrière cette question se pose ce que prévoit la Constitution. La Constitution camerounaise dit que le chef de l'État ne peut pas être absent du territoire pendant plus de 45 jours. Or, quand on regarde l'agenda de Paul Biya ces dernières semaines, il a quitté le Cameroun début septembre, autour du 2 septembre. On l'a vu au sommet Chine-Afrique. On est mi-octobre, on est le 16 aujourd'hui. Demain, le 17, ça fera à peu près 45 jours qui n'était plus au Cameroun. Donc la question c'est, va-t-il rentrer entre aujourd'hui, demain ou après-demain? C'est là qu'on va savoir en fait. Parce que derrière tout ça se pose la question de la succession. Parce qu'au-delà de 45 jours, on pourrait déclarer une vacance de pouvoir et ensuite mettre en branle la machine constitutionnelle. Cette photo, regardez, on va la voir dans quelques instants, celle de Chantal Biya, l'omniprésente. C'était lors du déplacement, on va la voir, cette photo de Chantal Biya, lors du déplacement d'Emmanuel Macron au Cameroun. On la voit sur un trône presque, en hauteur par rapport au reste de l'équipe. Quand certains disent que c'est elle qui dirige le Cameroun, est-ce qu'elle n'est pas plus qu'une première dame? Bon, elle fait partie des personnes qui dirigent. On ne peut pas dire que c'est elle qui dirige. La proximité physique qu'elle a avec le chef de l'État est un atout maître dans sa stratégie personnelle, dans la mesure où tout le monde ne voit pas le chef de l'État au Cameroun. Il y a des ministres qui peuvent faire des années sans le voir. Ils peuvent même être nommés, puis démis sans l'avoir vraiment vu de près. Puisqu'il n'y a pas la manière de gérer le pays, on en parlera peut-être, mais c'est pas une manière très institutionnelle, avec des conseils de ministres chaque semaine, etc. Donc, étant donné qu'elle est proche physiquement du chef de l'État, qu'elle a placé un certain nombre de ses proches dans l'appareil d'État, bon, elle fait partie des personnes qui, dans l'architecture du pouvoir qui officieuse dont je parlais, elle fait partie des personnes qui sont en pointe dans cette architecture, mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres hiérarques dans ce pouvoir-là. Elle ferait partie de cette guerre de succession? Alors, je ne sais pas si Chantal Biya a l'intention de succéder à son mari. Je ne pense pas, mais à mon avis, vu qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, elle a tendance à considérer l'avenir. Et quels sont les autres scénarios possibles? Alors, le scénario normal, c'est qu'en cas de vacance du pouvoir, ce soit le président du Sénat, Marcel Nyadifendji, qui a 90 ans ou 91, qui succède à Paul Biya, mais lui-même étant malade aussi, on entre dans un marais d'incertitude. Mais c'est ça, le seul cas de figure institutionnel est celui-là. Mais bien entendu, le Cameroun, ce n'est ni la Suède ni la Norvège. Donc à partir de ce moment, on peut considérer que comme au Gabon voisin, comme au Tchad voisin, des mécanismes de dévolution de pouvoir non institutionnels peuvent se mettre en place. Le rôle de l'armée, par exemple? Voilà, l'armée de toute façon a un rôle important à jouer dans le sens où c'est elle qui finalement
met au pouvoir celui qui doit être au pouvoir ou peut empêcher à celui qui doit être au pouvoir d'y être. On se souvient de la succession de Gnassingbé et Adema, d'Idriss Déby, d'Omar Bongo. Enfin, je veux dire, les cas sont fréquents en Afrique subsaharienne francophone et en particulier en Afrique centrale. En réalité, il n'y a pas vraiment d'évolution institutionnelle du pouvoir classique. En tout cas, on n'en a pas observé beaucoup ces dernières décennies. Alors,